Nous allons maintenant partir pour une île que nous connaissons sans doute bien mal. La Martinique mérite que l'on quitte ses plages et ses cocotiers pour l'intérieur luxuriant de ses terres. Une nature qui est aussi, vous allez le voir, un livre d'histoire à ciel ouvert. Michael Guilleux, Marine Der et Cédric Aguilar. Partir à la rencontre de cet arbre, le zamana, c'est accepter d'être minuscule. Se laisser submerger. De ses racines bicentenaires à sa cime, c'est parcourir toute la Martinique, traverser les époques. La nature martiniquaise reflète aussi l'histoire de la Martinique. Un pont entre passé et présent. Une fois qu'on connaît l'histoire de l'île, on voit la population locale, par exemple, différemment, hein, parce qu'on sait qui sont ces gens, quoi. Hein. On connaît leur histoire, quoi. Alors on a toute notre vision. De ses longs bras, il invite à un autre regard. À 500 mètres de l'océan par lequel arriva Christophe Colomb il y a 500 ans, le zamana veille sur les vestiges d'une des plus vieilles sucrières de l'île. Vous allez voir, dans 2 minutes, ça va couler. Là, je ferme le canal et j'envoie de l'eau dans les 2 bassins. Laurence Marot-des-Grottes a racheté le site il y a une dizaine d'années. C'est régulé pour envoyer de l'eau dans la sucrerie. L'eau entraînait une roue. La canne était menée au moulin avec des cabouets à bœufs. Elle était broyée. Du broyage, on récoltait le vezou. Le vezou, c'est le jus de canne. Sucre, cacao, betterave, avocat. L'habitation Céron résume à elle seule quasiment toute l'histoire agricole martiniquaise. Avec sa famille, Laurence se bat pour la rénover. Elle a même relancé avec d'autres producteurs une culture qui avait totalement disparu de l'île. Ça, c'est la fève de cacao. Du coup, si on veut la manger en tant que fruit, on prend une fève comme ça et on le mange, on le suce comme un petit bonbon. Et donc, ça va être un petit peu acidulé. Les gens trouvent beaucoup que ça ressemble au litchi. Sa fille, Julie, gère la production de la récolte des cabosses aux tablettes de chocolat. Alors là, je brasse le cacao pour pouvoir faire rentrer l'air et pour être sûr que chaque fève change de place dans la caisse pour la fermentation acétique. C'est l'étape qui va nous donner en fait les premiers arômes qu'on recherche. Ce qui m'attire vraiment dans le cacao, c'est faire découvrir ce produit. Quand on commence à manger du chocolat dans nos biberons quand on a 3 ans et à 60 ans, je pense qu'on ne sait toujours pas comment est fabriqué le Nesquik qu'on a dans nos biberons, quoi. Dans chacune de ces exploitations, il y avait une allée, la rue Cazenègre. Cicatrice dans la terre, empreinte d'un lourd passé, l'esclavage. À l'autre bout de l'île, un homme en perpétue la mémoire. Bon, là, c'est la rue Cazenègre. C'est voir quand même les conditions de vie des esclaves ici. Ça, c'est la lignée de toutes les petites maisons des esclaves. Hein, étaient l'une à côté de l'autre, en fait indienne, quoi. Comme ça, quand le colon visite, il regarde, il voit si tout va bien, quoi, assez facilement, quoi. Il est très malin. Et chaque case était plantée à proximité du champ, quoi. Jamais à 2 kilomètres du champ, parce qu'il ne faut pas que l'esclave soit en retard. Tigilbé, petit Gilbert en créole, a mis 20 ans pour reconstituer ses habitations, immortaliser les conditions de vie jusqu'à l'abolition en 1848. Parler de l'esclavage, eh bien, les gens avaient un petit peu peur d'en parler parce que, bon, c'est comme si on fait remuer le couteau dans la plaie. Et pour moi, c'est pas ça du tout, quoi. Est-ce qu'on parle de l'esclavage? Parce que l'esclavage, c'est notre histoire, quoi. Ça, c'est notre vraie histoire, l'esclavage, quoi. Alors, il faut qu'on connaisse pour pouvoir aller plus loin. Et même les gens d'ailleurs, lorsqu'ils viennent ici, il faut qu'ils connaissent cette histoire, quoi. On ne peut pas venir sur l'île et puis on dit on va sur la plage, les cocotiers, la mer et tout. Et on ne connaît pas les gens qui ne connaissent pas leur histoire. Dans ce lieu, Tigilbé raconte aussi aux visiteurs une histoire bien plus récente. Eh ben, justement, quand j'étais petit, la case, c'était juste ça, quoi. C'était pas plus grand que ça. Celle de son enfance modeste, celle de la Martinique des campagnes, il y a encore 70 ans. Pour dormir, ben, nous, on dormait à meuble sol. Hein. Tu mets le sac à terre comme là. Et à ce moment-là, tout est vieux linge. Tu l'arranges bien sur le sac. Et après, tu as un deuxième sac. Quand tu rentres dedans, et là, tu te couches, quoi. Les gens avaient tout, quand même. Parce que nous, comme on n'avait pas encore vu autre chose que ça,
on ne pouvait pas convoiter autre chose non plus, quoi. Alors tu vis, tu es bien avec ce que tu as et ce que tu connais. C'est un hommage à ce mode de vie simple, peu à peu disparu avec le développement du tourisme. Oui, tout ça. Une envie de transmettre ses richesses. Bon, ça, c'est la pharmacie. Ah ouais, là, c'est... Tu as tout ce qu'il faut, quoi, en plein choix. Dans son jardin, ce pharmacien cultive un peu plus que des plantes médicinales. Gestion difficile, état grippal, rhume. On y cache une petite branche, deux petites branches. Il y avait celui qu'on appelle les feux algans, et celui-là, on appelle dolipoano. Tout le travail que j'ai fait, c'est pour montrer l'intelligence de nos ancêtres. Parce qu'il faut garder ce savoir, garder ces connaissances martiniquais lorsqu'ils arrivent ici. Pour moi, ma victoire, c'est de voir comment ils sont contents et ils trouvent ça important. C'est plus qu'un trésor, ça. Un trésor protégé. Sur cet archipel de volcans surnommé Île aux Fleurs, le parc naturel régional recouvre 2/3 du territoire, plus de 60 000 hectares. Les gardes veillent sur ce patrimoine et ses nombreux secrets. L'une des particularités du roucou, alors ces graines étaient utilisées par les Amérindiens, mais ils l'utilisaient pour s'enduire la peau. Ça protégeait du soleil, des insectes, en fait de toutes les possibles agressions. Et vous voyez tout de suite le surnom qu'on pouvait leur donner, peau rouge. Ils avaient la peau rouge. Accompagné du souvenir des Indiens Kalinago, premiers habitants de l'île, traverser la forêt martiniquaise, c'est voyager dans le temps. À chaque nouvelle vague migratoire, les hommes ont amené avec eux leurs plantes. On a le mahogany qui vient de l'Honduras et de l'Afrique, le bois rivière d'Asie. Donc on a l'Europe, on a l'Asie, on a l'Afrique, donc un peu partout. Symbole du mélange martiniquais, la majorité des plantes viennent d'un autre coin du globe. Quand on parle de patrimoine culturel, la nature n'est jamais très loin. Une fois ce lien connu, ça nous rapproche de l'histoire profonde martiniquaise. Cette histoire, c'est celle du Zamana, arrivé d'Amérique il y a 200 ans pour ombrager les champs de cacao avec son immense feuillage qui se rétracte lorsque la pluie commence à tomber. C'est aussi celle de cette étrange église, réplique au 5e du Sacré-Cœur de Montmartre, perchée dans la jungle. Le Sacré-Cœur de Balata, fierté des Martiniquais. Dans 3 ans, elle aura un siècle. Et tout le monde parle du Sacré-Cœur de Balata. C'est un monument historique. Le père Yvon Caleb officie depuis 4 ans dans cette petite sœur de la basilique parisienne. Le dénominateur commun, c'est beaucoup plus la spiritualité du Sacré-Cœur, on va dire. Mais en dehors de cela, Paris a son histoire, Balata, la Martinique, on va dire, a aussi son histoire. Mais justement, pourquoi avoir bâti ici cette réplique? Encore une fois, la nature s'est mêlée de l'histoire des hommes. Au pied des 1400 mètres de la montagne Pelée, plus haut volcan de Martinique, Fernand Pin, guide dans ces ruines du théâtre de Saint-Pierre, connaît par cœur ce récit vieux de plus d'1 siècle. Mais vous avez cette terrible éruption de la montagne Pelée que nous avons face à nous. Mais brusquement, ce qu'on a appelé une nuit ardente, un mélange terrible de gaz, de cendres, de poussière, de roches incandescentes. Là, ça bat sur la ville à une vitesse ça dépassant parfois les 600 km/h, une température allant parfois jusqu'à plus de 1000 degrés. Et en 2 minutes, Saint-Pierre n'existe plus, ni sa population qui à ce moment était estimée à environ 30 000 personnes. 20% de la population de l'île périt dans la catastrophe. Dans Saint-Pierre, il n'y aura qu'un survivant, retrouvé dans ce cachot 3 longues journées après l'éruption. Quand il entend du bruit, c'est l'espoir. Il se met à crier aussi fort qu'il peut. Et les pillards, tout le temps, intrigués d'entendre des cris. Comment ça, il y a quelqu'un? Ben, ils vont vers les cris, ils vont fouiller, ils vont briser une partie de la porte métallique et ils vont faire sortir ce jeune homme qui est tout nu, qui est totalement brûlé, mais qui est vivant. Saint-Pierre anéanti, de nombreux Martiniquais se réfugient vers Balata, sur les hauteurs de Fort-de-France. Il y avait donc des quartiers qui s'étaient créés de rien, quoi. Il n'y avait ici qu'une petite chapelle minuscule qui ne correspondait pas du tout aux besoins de cette population nouvelle. En 1923, l'évêque de l'époque initie donc la création du Sacré-Cœur de Balata. Pourquoi imiter la basilique parisienne? Cela reste un mystère.
Près d'un siècle plus tard, le temps a rongé l'édifice. Quand il pleut ici, il y a de l'eau partout. Enfin, ça ne tombe pas sur les têtes, ça se filtre le long des murs, mais il y a de l'eau, vous avez 3, 4, 5 cm d'eau. Vous verrez d'ailleurs les serpillères qui sont déposées pour que les gens qui assistent à la messe, entre-temps, donnent un petit coup de serpillière. Voilà. Suggestion, voilà. Tombé amoureux du sanctuaire, Gérard Dorling Carter se bat pour sa rénovation. À l'époque, ça a été fait, c'était vraiment... C'est un facteur de résilience, un facteur de réparation psychologique, morale. Et puis c'est aussi une œuvre qui a été faite avec une adhésion collective. C'est un bout de mémoire. Le père Yvon Caleb aussi aimerait entendre cette histoire résonner pendant encore de longues années. Lui, qui ne connaît pas la voix de sa tour-clocher. En arrivant au Sacré-Cœur en 2016, je n'ai pas entendu sonner les cloches et j'aimerais bien les entendre un jour. Si ces cloches arrivaient à sonner sur la montagne de Balata, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. Pas seulement les personnes qui sont vivantes, même celles qui sont parties. Avec un peu d'imagination, on peut encore entendre leur écho. Et celui de tous ces Martiniquais, fondateurs de l'identité.